Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Annick Devinois et je dirige la clientèle privée internationale au sein de la Banque Transatlantique. Et je suis ravie ce soir de pouvoir aborder avec vous un point important qui est comment se constituer un capital retraite quand on est à l'international. Donc, on abordera principalement le point de l'immobilier ce soir et Christine Ledoux m'accompagne sur ce point en tant que directrice de l'immobilier à la Banque Transatlantique. Juste un point très rapide. Après la présentation, vous pourrez poser vos questions et donc on y répondra avec plaisir. Mais vous pourrez, si jamais nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions, également nous en faire part à l'issue de cette présentation. Ce soir, le but n'est pas de parler de fiscalité dans le détail de tous les mécanismes ou de tous des produits qui vont vous être présentés rapidement. Simplement une présentation très, très générale de certains mécanismes immobiliers. Tout d'abord, quelques points sur la Banque Transatlantique, vous dire qui nous sommes, puisque Christine et moi travaillons pour la Banque Transatlantique. Nous sommes une banque qui fait partie d'un grand groupe, le Crédit Mutuel. C'est intéressant de noter que ce groupe est très solide financièrement, ce qui lui vaut des notations remarquables. Et ce point, on voulait absolument le préciser, car quand on est loin de France, c'est important de se dire, lorsqu'il y a des crises financières, et ça a été le cas dans le passé, que son argent est bien placé dans un groupe qui tient la route. Alors, le contexte international, pourquoi la Banque Transatlantique intervient sur ce sujet-là? D'abord, c'est une de ses spécialités. Et pourquoi? C'est d'autant plus vrai que c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui. D'abord parce que les Français qui partent à l'étranger disposent d'un patrimoine qui évolue durant leur carrière, passent d'un pays à l'autre, ou bien les enfants de ces personnes qui, même si elles résident en France, ont des enfants qui partent à l'étranger, qui font leur carrière à l'étranger. Donc ça, c'est de plus en plus fréquent, parce que les flux s'accentuent également entre les différents pays et avec différentes contraintes réglementaires également, aussi bien au niveau européen qu'international. Et donc, ces régimes réglementaires doivent être respectés, compris par une banque française, un établissement français, et également tenir compte des régimes fiscaux et cadres juridiques des pays dans lesquels vous vivez, parce que le conseil doit être adéquat à cette situation bien particulière de votre pays. Donc, il faut absolument une expertise. C'est de plus en plus vrai aujourd'hui. Notre dispositif à la Banque Transatlantique, en fait, nous sommes une banque dont le siège est à Paris, avec quelques contacts en France, en province, pour soutenir les questions des Français de l'étranger qui pourraient être soulevées au sein des agences du groupe CIC et du groupe Crédit Mutuel, mais surtout au sein des entités à l'étranger. Donc, notre présence est aussi bien en Asie, là où vous êtes. D'ailleurs, à ce propos, ce serait bien que de temps en temps, durant cette présentation, ou après, vous nous signaliez dans quel pays vous vivez. C'est toujours plus sympathique en plus. Donc, en Asie, ce sont des bureaux de représentation, pas des banques. J'insiste sur ce point. On ne peut pas ouvrir un compte banque transatlantique en Asie. Mais en Amérique du Nord, on peut avoir des systèmes d'investissement en dollars US, en dollars canadiens, et en Europe, en francs suisses et en euros, bien évidemment. Donc voilà un peu l'étendue de notre situation géographique mondiale pour avoir une vision et une expertise mondiale et pas simplement franco-française. Notre expertise, elle accompagne évidemment les Français de l'étranger, salariés de grands groupes, chefs d'entreprise vivant à l'étranger, mais aussi des investisseurs qui sont établis à l'étranger et qui souhaitent investir leur patrimoine, et notre clientèle également de Français qui sont hauts fonctionnaires et qui partent à l'étranger dans le cadre de missions, soit pour des grands groupes français, soit dans le cadre de la diplomatie française. Également des investisseurs étrangers qui souhaitent accéder au marché européen. Là, c'est plutôt le niveau de gestion de fortune, puisque là, il faut vraiment être très, très vigilant et l'expertise est beaucoup plus importante.
Comment nous fonctionnons? Eh bien, le client est au centre d'un système d'expertise qui regroupe, comme je le disais, à la fois le conseil, l'investissement, la philanthropie, intéresse beaucoup nos Français de l'étranger, la banque au quotidien, bien sûr, le financement, quand on a des projets immobiliers dont Christine va nous toucher quelques mots tout à l'heure, le multibooking, puisque l'organisation patrimoniale d'un Français de l'étranger, c'est pas simplement de l'euro, mais ça peut être aussi une organisation multidevise, hein, comme je le disais tout à l'heure, en dollars, en francs suisses, etc. Quand on parle de capital retraite et organisation patrimoniale en vue de la constitution d'une retraite, on a deux possibilités, deux grandes possibilités en fait. Soit de se constituer une épargne financière, on connaît l'assurance vie et on va parler aussi très, très brièvement du plan d'épargne en action, soit une épargne plutôt destinée à l'immobilier que nous présentera Christine. Donc juste quelques mots, mais très très rapides. L'assurance vie, pourquoi? C'est une possibilité de se constituer son capital retraite, même quand on est français de l'étranger, parce que d'abord, on le connaît bien en tant qu'instrument d'épargne préféré des Français, ça c'est clair, qui présente de nombreux atouts, notamment dans la palette très diversifiée de possibilités d'investissement en son sein, et puis parce que ça reste une épargne disponible. Les retraits peuvent être effectués tout au long de la durée de vie du placement, que l'on peut organiser ce type d'investissement en vue de transmettre aussi son capital en choisissant un bénéficiaire en cas de décès, avec des possibilités de rédaction très précises de cette clause de bénéficiaire, et avec une fiscalité française, j'attire bien votre attention sur le sujet, attractive quand on est résident en France, qui peut ne pas l'être quand on n'est pas résident de France. Donc c'est là où intervient réellement l'analyse de l'intérêt d'avoir ou de conserver ou d'alimenter un contrat d'assurance vie ou de le souscrire si on n'en a pas déjà. Parce qu'en France, c'est avantageux, mais ça ne l'est peut-être pas dans le pays où vous résidez. C'est pourquoi, des conseils préliminaires, d'abord, vérifiez qu'un contrat d'assurance vie dans le pays où vous vivez veut dire quelque chose. Contrat d'assurance vie à la française, c'est très typique. Bon. Mais dans le pays où vous vivez, l'assurance vie, ça peut vouloir ne rien dire. Ça peut être simplement un compte titre ordinaire dans lequel vous avez placé des fonds ou un compte livret dans lequel vous touchez les intérêts. Et dans ce cas-là, ça peut être imposable dans le pays où vous vivez. Donc c'est très important de savoir si ça veut dire quelque chose pour déterminer l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance vie, et ensuite de vérifier la fiscalité. Car en tout état de cause, vous pouvez être imposable dans le pays où vous vivez sur ce type d'investissement. À savoir qu'il convient en fait de faire une étude au cas par cas pour chacun des Français de l'étranger sur ce point-là. L'autre placement capital retraite qui est un peu moins, pas connu, mais auquel on pense moins, c'est le plan d'épargne en action, qui à la base est un placement aussi pour la retraite. Évidemment, favoriser l'investissement en action, mais aussi qui est prévu pour être un capital retraite. Donc, vous savez que si vous êtes parti de France depuis mars 2012, vous avez le droit de conserver votre plan d'épargne en action. Donc ça, c'est tout à fait possible, ce qui permet d'avoir des avantages et de durer dans le temps pour retirer des fonds de ce plan d'épargne en action au bout d'un certain temps, ou bien toucher ce capital sous forme d'une rente viagère. Voilà. L'autre grand point important dans la constitution de la retraite, c'est bien évidemment l'immobilier. Le contexte est plutôt favorable, c'est vrai, et nous avons beaucoup de demandes sur le sujet. Donc, je vais laisser la parole à Christine, qui est, je le rappelle, la directrice de l'immobilier à la Banque Transatlantique, et qui va vous aborder avec vous quelques points principaux de certains mécanismes immobiliers. Christine. Merci Annick. Alors Annick vous l'a dit, effectivement le contexte actuel plaide pour l'investissement immobilier, mais plus précisément je voudrais insister sur le fait que l'immobilier est la seule classe d'actifs avec laquelle on peut créer immédiatement de la valeur patrimoniale par le recours au crédit. Et on protège ainsi sa famille puisqu'en général le crédit immobilier est assorti d'une assurance décès. C'est un moyen de préparer à plus ou moins long terme un futur complément de revenus qui aura l'avantage d'être
régulier, mensuel ou trimestriel selon les cas, nous y reviendrons, mais également d'être indexé. Et en cas de retour de l'inflation sur le long terme, ça peut être très intéressant. On sécurise aussi une partie de son patrimoine par un actif tangible. Hein. On a de la pierre, on peut l'avoir à travers la pierre papier, par exemple les SCPI, mais le sous-jacent est un actif tangible et on protège le capital dans le meilleur des cas et on peut aussi avoir une plus-value importante, par exemple avec l'immobilier parisien, j'y reviendrai. Plusieurs façons pour un expatrié d'acheter de l'immobilier, de se constituer un patrimoine locatif. Il y a l'achat classique, qu'il soit dans l'ancien ou dans le neuf. Il y a l'achat de nue propriété. On peut également investir dans des résidences gérées, ce qu'on appelle des résidences gérées, seniors, étudiants, avoir le statut de loueur en meublé non professionnel, mais également, et je suis souvent interrogée, par des achats, des souscriptions de parts de SCPI, qu'elles soient en pleine propriété dans la plupart des cas, mais également en nue propriété. Alors, commençons par l'achat classique dans le neuf ou l'ancien. Quand on parle de neuf, on va parler de VFA, vente en l'état de futur d'achèvement, c'est-à-dire qu'on achète sur plan et qu'effectivement, l'immeuble n'est pas construit et sera en général livré environ 2 ans après. On peut acheter également vide comme en VFA, mais également occupé quand on achète dans l'ancien. La fiscalité, donc Annick vous a dit, on n'ira pas dans le détail, mais quand même un mot du cadre fiscal, ou revenus fonciers, ou BIC, bénéfices industriels et commerciaux, si, et ça peut être le cas pour de l'immobilier parisien, on loue un meublé avec un bail d'1 an. Là, le cadre fiscal est le suivant, que vous ayez des revenus fonciers positifs ou des BIC positifs, vous êtes soumis à une tranche fiscale minimum de 20% et une seconde tranche depuis la dernière année fiscale. Une nouvelle tranche a été créée à 30% si ces revenus dépassent en gros 27 000 euros de revenus nets, auquel il convient d'ajouter, dans la plupart des cas, et en tout cas dans votre cas, en Asie, 17,2% de prélèvements sociaux. Les avantages, mais également les contraintes de ces deux types d'acquisition. Dans le neuf, vous n'avez pas à prévoir de budget de travaux. Le neuf sera moins neuf à horizon 15 ans, mais pendant 15 ans, pas de travaux importants à prévoir. Les qualités environnementales, avec les réglementations thermiques qui prennent de plus en plus d'importance dans la transaction immobilière, seront aussi autant d'économies pour vous, et la demande des locataires est importante sur ce type de location. Par contre, quelques contraintes, je vous ai dit 2 ans pour construire, donc pas de loyer avant en gros 2 ans, et le neuf se paye plus cher que l'ancien, et il n'y a pas de négociation de prix possible comme c'est le cas dans l'ancien. Et le rendement est faible. En fin de compte, de l'immobilier, qu'il soit neuf ou ancien, on achète essentiellement de l'immobilier locatif d'habitation, je ne parle pas des SCPI sur lesquels nous reviendrons plus tard, pour avoir à terme une bonne protection, voire une plus-value très conséquente de son capital. L'ancien Paris ou proche banlieue, c'est sur ce territoire que souvent les questions portent. Par définition, l'offre est plus importante que pour le neuf, donc plus de choix possibles. Possibilité là de négocier le prix, plus-value potentielle importante à horizon 15 ans, il faut 12 à 15 ans minimum pour toutes les classes d'actifs immobiliers, il faut prévoir une détention minimum de cet ordre-là. Mais à 15 ans, la plus-value est assurée. Et possibilité, je l'ai déjà dit, d'acheter un bien déjà loué. Quelques contraintes, prévoir dans l'ancien un budget de travaux conséquent sur les périodes de détention du bien. On va devoir de plus en plus rénover le parc ancien locatif ou les biens d'usage. Donc ça, et souvent on ne le maîtrise pas bien, ce budget de travaux quand on achète. Donc il y a un petit point d'interrogation. Et les prix actuels sont élevés puisqu'on a dépassé en moyenne les 10 000 euros par mètre carré à Paris. Autre possibilité d'acheter particulièrement intéressante pour
quelqu'un comme vous qui vit à l'étranger, au lieu d'acheter un bien classique dans lequel, comme je viens de l'évoquer, on tirera des revenus, on n'achète que la nue propriété, c'est-à-dire on possède le bien en termes de nue propriété, mais on n'a pas l'usufruit, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser le bien ni en percevoir des revenus sur une durée de 15 à 20 ans, c'est ce qu'on appelle l'usufruit temporaire, que du coup vous n'avez pas. En contrepartie, vous ne payez que entre 55% et 69% du prix que vous auriez payé si vous aviez acheté la pleine propriété. L'usufruitier face à vous est un bailleur institutionnel qui va acheter l'usufruit et gérer le patrimoine pendant 15 à 20 ans en s'occupant de tout et en payant, y compris, donc vous n'encaissez pas de loyer, mais vous ne déboursez rien, et lui doit s'acquitter d'éventuels travaux. Vous n'avez absolument rien à débourser pendant toute cette période. Et au terme de la période, vous récupérez, sans avoir à rajouter le moindre budget, vous récupérez automatiquement l'usufruit et le bien, dans les 2 ans qui précèdent cette fin de démembrement, aura été rénové par l'usufruitier. Avantage, surtout pour un investisseur comme vous l'êtes expatrié. Aucun souci de gestion, pas besoin de venir aux assemblées de copropriétaires parce que vous craignez ou vous faites, ou à l'inverse, vous voulez faire voter une décision par l'assemblée des copropriétaires. Vous percevez en fin de compte, en quelque sorte, les loyers, mais sous forme de réduction de prix, et ça, ce n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Si vous achetez avec un prêt, vous avez la possibilité de déduire les intérêts du prêt si vous avez des revenus préexistants ou des revenus fonciers à venir. La valeur IFI pendant toute la durée du démembrement est égale à 0 et, comme je l'ai déjà dit, le bien est rénové avant que vous le récupériez à la fin du démembrement. La localisation des programmes, elle se situe en général dans des zones de forte demande locative et donc c'est vraiment un cadre optimal pour préparer un futur complément de revenus, soit en maintenant la location, vous pouvez très bien continuer ou reprendre un locataire en place à l'issue du démembrement, ou revendre à terme ou même à tout moment, c'est possible, le bien ainsi acquis. Quelques contraintes, donc pas de perception de revenus pendant minimum 15 ans. Au plan de la trésorerie, il vous faudra faire un effort total puisqu'il n'y aura pas le loyer qui viendra rembourser en partie le crédit. Et le nombre, alors autre inconvénient, le nombre limité de programmes et la forte demande sur ce type d'acquisition implique une nécessité de se positionner assez vite quand on est intéressé par ce cadre d'investissement. C'est un mécanisme qui est quand même particulièrement adapté aux non-résidents. Complètement. Je pense l'avoir particulièrement également souligné. Alors, on m'interroge également souvent sur l'achat de résidences gérées. Résidences gérées avec service, que sont les résidences de tourisme, les résidences d'affaires, d'étudiants, les EHPAD et les résidences seniors. Vous êtes là dans le statut qu'on appelle LMNP, et derrière LMNP se cache le terme de loueur en meublé non professionnel. On va être là dans une fiscalité exclusivement BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Donc, même si vous n'avez qu'un bien, c'est une fiscalité plutôt professionnelle. Et à ce titre, vous bénéficiez, tout comme les sociétés qui sont au BIC, vous bénéficiez de l'amortissement de l'investissement. Et c'est ça qui permet d'avoir une fiscalité optimisée, puisqu'en gros, si vous achetez un appartement dans ce cadre-là, vous faites un crédit de 15 ans, bien pendant les 15 années qui suivent, vous avez sur les revenus une fiscalité quasiment nulle. Quand vous achetez le bien, vous signez parallèlement un bail commercial qui signifie que pendant une première durée de bail qui va de 9 à 12 ans, vous avez le loyer à l'euro près connu. Donc, vous avez une visibilité sur les revenus à percevoir.
Avantage, le rendement est en quelque sorte garanti par le bail commercial et est de bon niveau. À l'heure actuelle, autour de 4%. L'amortissement, charge comptable qui passe en charge fiscale et qu'on déduit des recettes locatives sur du long terme. En cas de déficit, report des amortissements qu'on aura stockés précédemment, sans limitation de durée sur les futurs bénéfices industriels et commerciaux de même nature. C'est ce que je vous expliquais quand je vous disais qu'après une période de crédit de 15 ans, on peut avoir à peu près la même durée en revenus défiscalisés. Mais cet investissement présente quelques contraintes et qui nécessite une approche particulière. D'ailleurs, dans notre groupe, tous les commerciaux n'ont pas l'habilitation pour vendre ce genre d'investissement. Pourquoi? Parce que la nature du bail commercial est délicate et nécessite une bonne approche et de bien cerner les risques que ça sous-entend également. Il n'y a pas que des avantages. La spécificité des immeubles ne permet pas de prévoir une très grosse plus-value à la revente. Le but, c'est de protéger le capital contre l'inflation, mais ce n'est pas là, par rapport à un investissement parisien, que vous pourrez doubler votre capital même en 20 ans. Le but étant beaucoup plus la perception de revenus réguliers. La liquidité n'est pas excellente, puisque quand vous voudrez revendre, il y aura exclusivement des investisseurs et non pas à la fois des investisseurs et des utilisateurs, comme c'est le cas de l'immobilier classique. Enfin, investissement en part de SCPI, Société civile de placement immobilier, possible pour les non-résidents que vous êtes, sous réserve bien sûr de l'agrément du distributeur. Il y a certaines contraintes que nous appliquons, des contraintes législatives que nous appliquons dans notre groupe bancaire. L'avantage, c'est que vous pouvez souscrire avec quelques milliers d'euros dans des parts de sociétés qui gèrent un patrimoine professionnel, à la fois bureaux, commerces et locaux d'activité. Je ne vous cacherai pas que c'est plutôt à dominante bureau dans la plupart des cas. Les loyers sont perçus trimestriellement, à terme échu à la fin du mois qui suit le trimestre civil. Donc, par exemple, pour le premier trimestre 2019, c'est fin avril, and so on. Sur le plan fiscal, il s'agit essentiellement, donc les SCPI ont une transparence fiscale, donc le gestionnaire encaisse des revenus fonciers, vous déclarez des revenus fonciers. Je ne vous réexplique pas la fiscalité, c'est la même de celle que j'ai expliquée précédemment. On peut également, et c'est de plus en plus couru, surtout par des clients expatriés, acquérir que la nue propriété. Et là, nous serons sur des nues propriétés, des démembrements, non pas de 15 ans, mais beaucoup plus courtes, que vous choisissez, 5, 7 ou 10 ans. Et ça, c'est utile pour des clients qui veulent acquérir des CPI en vue, on est bien toujours, n'est-ce pas Annie, tournés vers le complément de revenus à terme, et pour autant qui ne veulent pas percevoir tout de suite des revenus parce qu'ils sont lourdement fiscalisés pendant, par exemple, les 7 prochaines années. Donc, ils acquièrent la nue propriété et automatiquement, ils retrouveront les revenus au moment de leur retraite. Avantage des SCPI, diversification du patrimoine immobilier. Je ne vous cacherai pas qu'en général, les clients qui souscrivent des SCPI ont déjà de l'immobilier locatif au préalable, dans la plupart des cas. Perception, autre avantage, on perçoit des revenus de bon niveau et net de frais de gestion. En moyenne, en 2018, les SCPI de la place, les SCPI dites de rendement, ont permis un taux de distribution moyen de 4,44. 4,44, si on compare à de l'immobilier locatif avant perception des frais de gestion, c'est un peu l'équivalent d'un 6%. Donc, on reste dans une fourchette très haute de rendement. Aucun souci de gestion, donc ça aussi, ça va dans le sens en général demandé, désiré par des clients expatriés. Et pour autant, vous n'avez pas de gestion, mais l'information est régulière puisque les détenteurs de parts reçoivent automatiquement un bulletin d'information trimestriel qui résume la vie de leur SCPI. Possibilité de souscrire en démembrement, je l'ai déjà évoqué. Voilà.
Alors, j'attire votre attention, en cas de souscription d'un prêt pour investir en SCPI, les intérêts du prêt, contrairement à la nue propriété classique, quand on achète en nue propriété des parts de SCPI, les intérêts du prêt ne sont pas déductibles des revenus fonciers préexistants. Les contraintes, oui, c'est important. Les contraintes, ce placement est assorti de frais de souscription importants, entre 6 et 10%, un peu comme des droits d'enregistrement quand on achète un bien immobilier. C'est à peu près l'équivalent. C'est de l'immobilier. C'est de l'immobilier. L'immobilier papier, mais ça reste de l'immobilier. Voilà. Et ces frais de souscription sont non négociables. Pourquoi? Parce qu'ils font partie intégrante du prix de la part. Donc, on ne peut absolument pas y déroger. Le montant des revenus n'est pas garanti, il peut baisser. Ça a été le cas entre, en gros, 2013 et 2017. Vous aviez une baisse du taux de distribution d'environ 20 points de base, 0,20% à peu près par an. Cette baisse est en train d'arriver à sa fin et depuis en 2018-2019, les revenus sont du même niveau. La liquidité de ce placement est faible. Il faut qu'il y ait autant de souscripteurs que de revendeurs de parts pour qu'on puisse se dessaisir de parts qu'on a possédées. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et c'est pourquoi nous préconisons à la fois une durée de détention requise de 10 ans, un peu plus faible que pour l'immobilier physique, mais quand même de 10 ans. Et surtout, nous faisons en sorte et nous conseillons fortement à nos clients sur le fait que la part de ce patrimoine en SCPI détenu chez nous ou dans n'importe quel établissement soit limitée à 10% maximum du patrimoine global. Christine, est-ce que tu pourrais reparler juste d'un point par rapport à la fiscalité de ces SCPI, d'avoir bien comprendre si on peut ou pas déduire les intérêts d'emprunt de ces autres revenus fonciers? Alors, en pleine propriété, si vous achetez des parts de SCPI en pleine propriété, vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt d'autres revenus fonciers. Si vous n'achetez que la nue propriété, vous ne pouvez pas déduire les intérêts d'emprunt d'autres revenus fonciers. Voilà, d'accord, merci. Alors, vous voyez là, donc les sujets qui ont été évoqués relatifs à l'immobilier viennent évidemment en complément des deux autres types d'investissement, l'assurance vie et le plan d'épargne en action dont je vous ai parlé très très brièvement. Mais bien évidemment, vous avez compris que ces mécanismes immobiliers sont à réaliser en France. Il y a quelques questions sur les investissements à l'étranger, on en parlera tout à l'heure si vous voulez. Et bien évidemment, ils sont intéressants comme l'assurance vie et le PEA dans la mesure où on souhaite garder un lien avec la France, soit parce qu'on aime la France et qu'on souhaite y investir les fonds, parce qu'on souhaite diversifier en investissant en France, soit parce qu'on a une partie de notre famille en France et qu'on souhaite garder ces liens importants parce qu'on souhaite tout simplement revenir en France. Donc ça, c'est important et je voulais le préciser. Deuxième point important dans la constitution de la préparation de son capital retraite, c'est de veiller à l'équilibre entre l'ensemble de ces différentes possibilités, financiers, immobiliers. On a vu que l'un était plus liquide que l'autre. Donc, c'est à bien peser dans l'ensemble de votre patrimoine mondial. Je ne parlerai pas simplement du patrimoine en France, mais du patrimoine mondial que vous avez peut-être déjà constitué à l'étranger et qui est, si c'est de l'immobilier, déjà peut-être moins facile en termes de liquidité. Donc, il faut en tenir compte dans l'équilibre d'un placement retraite et dans l'éventualité de besoin d'urgence de liquidité. Voilà. Et évidemment, tenir compte de, comme je le disais en introduction, de la réglementation de votre pays où vous résidez et de la fiscalité, mais également des règles successorales du pays où vous vivez. Parce que tout ça va déterminer l'intérêt pour vous, soit de souscrire un contrat d'assurance vie ou pas, un plan d'épargne en logement, plan d'épargne en action, ou de le conserver, ou bien d'investir sur de l'immobilier en France. Une petite précision, Annick. Effectivement, la fiscalité que j'ai évoquée,
c'est la fiscalité française sur l'immobilier. On est bien d'accord. Il convient de vérifier le traitement par type d'investissement, le traitement du pays de résidence. Voilà, tout à fait. Donc, maintenant, on va peut-être pouvoir passer à quelques questions, si vous voulez bien, tout en sachant que si nous ne pouvons pas répondre à l'ensemble de ces questions ce soir, eh bien, vous avez sous les yeux les coordonnées email et téléphoniques de l'équipe développement de la clientèle privée et partenariat de la Banque Transatlantique, où vous pourrez poser vos questions et on pourra vous répondre sur les divers sujets que vous souhaiterez aborder. Voilà, donc... un certain nombre de questions autour des prêts. Oui, alors des prêts, alors bon, vous l'avez compris, pour un investissement en France, c'est tout à fait possible de souscrire un prêt. J'ai vu passer quelques questions sur des prêts pour investir à l'étranger, notamment en Asie. Normal ce soir qu'on pose cette question-là. Oui, ça peut se faire. Bon, on ne va pas développer ici ce soir le crédit pour l'achat immobilier. Hein, ce n'est pas vraiment le sujet ce soir abordé par Christine. Néanmoins, sachez que c'est possible sous différentes conditions. Conditions de patrimoine, conditions de mode de fonctionnement, de remboursement, de l'ensemble de votre endettement, de vos revenus. Donc là où il faut aborder une étude de vos revenus mondiaux, hein, pas seulement ce que vous pouvez percevoir en France ou pas seulement les revenus locatifs d'un bien immobilier que vous pourriez avoir en France. Mais oui, c'est possible de l'étudier. Ça dépendra beaucoup des garanties, puisqu'on ne pourra pas prendre de garantie sur un bien que vous achetez en Asie. Ça, c'est pas possible. Néanmoins, vous disposez peut-être déjà d'un patrimoine en France qui permette à l'établissement financier qui vous suivra de faire cette acquisition. Donc, c'est à étudier. Il faut bien évidemment soumettre le projet à votre banque. Peut-être un mot de l'assurance emprunteur? Oui, alors l'assurance emprunteur dans le cadre d'un crédit immobilier, c'est très souvent exigé. Préoccuper rapidement. Ouais, c'est très souvent exigé dans le cadre d'un crédit immobilier. Il faut savoir que l'assurance emprunteur, quand on n'est pas résident de l'Union européenne, c'est un peu plus compliqué. D'abord parce qu'il faut que la compagnie d'assurance ait la possibilité de vous couvrir là où vous vivez, notamment en Asie, et c'est pas toutes les compagnies d'assurance qui ont cette possibilité-là. Donc, dès que vous faites votre demande de crédit, il faut savoir que vous devez également vous renseigner sur la possibilité d'une compagnie d'assurance qui puisse vous couvrir contre le risque d'essai, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, c'est-à-dire que pendant toute la durée de vie du crédit, que vous soyez assuré sur le capital restant dû si jamais il vous arrive quelque chose et que vos héritiers ou votre conjoint n'aient pas à payer la totalité du crédit, que ce soit la compagnie d'assurance qui prenne le relais. Ça aussi, ça fait partie de la protection de votre famille. C'est un point important dans le cadre de la retraite aussi. Donc, effectivement, Christine, c'est un point très important. Alors, est-ce que... Il y avait une question sur dans quelle ville est-ce qu'on préconisait d'investir, que ce soit en France ou à l'étranger, dans les 2 ans. Alors, à l'étranger, j'interviens vraiment pas, même très peu et pas, plutôt pas que très peu. En France, nous restons... Alors, on dit que le marché immobilier a énormément monté. Oui, c'est vrai. Pour la région parisienne qui a repris son leadership depuis 2008, avant quand il y avait une hausse, en général toutes les régions de France montaient de la même manière. Donc depuis 2008, Paris mène. Après, vous avez les grandes métropoles régionales et c'est là que s'est fait la différence. Et ensuite, les villes très secondaires. Donc nous, que ça soit dans le neuf ou l'ancien, mais surtout dans le neuf, c'est surtout Paris où nous jugeons qu'il y a la pertinence, Paris et le Grand Paris et surtout les villes limitrophes à Paris. Pourquoi pas jouer des villes en devenir qui évoluent énormément grâce aux infrastructures du Grand Paris? Je mise énormément sur le Grand Paris, dans le neuf également.
Et les villes de province qui ont ma préférence, ou effectivement peut-être plus pour du neuf, mais pourquoi pas dans de l'ancien, sont les grandes métropoles régionales. Vous avez déjà l'axe atlantique, Nantes, Bordeaux. Depuis des années, j'analyse et je conseille sur ces villes, et bien en a pris aux clients d'investir dans ces villes. Vous avez la dernière venue, Rennes. Il y a le phénomène Rennes. Depuis un an, on parle beaucoup de la ville de Rennes, que je connais moins, mais qui a de l'intérêt. Et bien sûr, Lyon, qui est quand même la place économique la plus importante derrière Paris et qui commence à avoir une aura. Elle a une véritable profondeur économique et il y a une aura européenne. Très bien. Alors, sur le sujet de l'assurance vie, je vois qu'il y a des questions, savoir si, en tant que non-résident, on peut souscrire l'assurance vie. Donc, je le répète, c'est possible dans certains cas, mais chaque cas est individuel et doit être étudié. Ça, c'est important parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à le faire. Tout dépend du pays où vous vivez. Si les avantages de l'assurance vie tels qu'on les connaît, nous, en France, c'est-à-dire transmission du capital, rachat d'une partie du placement sans fiscalité ou fiscalité réduite, si vraiment c'est reconnu dans le pays où vous vivez. S'il n'y a pas de droit de succession dans le pays où vous vivez, c'est pas la peine. Enfin, je veux dire, si vous avez, c'est pas la peine de vous faire souscrire forcément un contrat d'assurance vie. Donc, il faut vraiment réfléchir au cas par cas. Ça, c'est important. Voilà, sur la retraite et la CFE. Alors, c'est vrai que c'est important, la CFE. C'est un lien qui permet, enfin, ça vous permet de garder un lien avec le système de retraite français pour rentrer en France, pour également reconstituer toute votre carrière et les cotisations que vous avez pu payer durant toute votre carrière, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, c'est important. Partenaires qui permettent également de reconstituer des profils et votre carrière par rapport à cette retraite. Mais tous ces mécanismes dont a parlé Christine, ou l'assurance vie, ou le plan d'épargne en action, si vous y trouvez un intérêt, si vous rentrez en France, par exemple, eh bien, elles viennent en complément de tout ce qui est mis à votre service, comme notamment la Caisse des Français de l'étranger, qui vous permet de cotiser également pour un système de retraite. La présentation sera bien sûr diffusée. Ça, je pense que c'est important, de même que cette vidéo que vous pourrez revoir. Voilà, donc chaque situation étant particulière, on ne peut pas vraiment dire ce soir, eh bien, pour vous qui vivez à Singapour, c'est absolument ça qu'il faut faire, ou bien à Hong Kong, il faut faire autre chose, ou bien à Bangkok, etc. Chaque cas est vraiment très particulier. Les objectifs de chacun sont particuliers et la constitution de la famille également. Donc, on ne peut pas répondre ce soir très précisément sur qu'est-ce qu'il faut faire, ni même apporter un conseil, parce que ce sera peut-être valable pour quelqu'un, mais pas pour une autre personne, même si elle réside dans le même pays. Pour réaliser tous ces mécanismes, vous pouvez dans un premier temps prendre des rendez-vous téléphoniques pour prendre contact, évaluer si c'est tout à fait possible, si c'est approprié à votre situation. Et ensuite, vous pourrez avoir un rendez-vous soit auprès de l'un de nos directeurs à l'étranger, notamment Singapour, Hong Kong, qui sont présents. Vous connaissez peut-être Hervé Guimbert qui dirige Hong Kong et Cédric Figliolini qui dirige l'entité Banque Transatlantique à Singapour, qui seront pour vous des relais locaux pour vous orienter dans vos choix, dans vos décisions. Et vous pouvez bien évidemment nous contacter directement. Vous avez ici sous les yeux le numéro de téléphone et l'email. Voilà, nous n'avons pas de présence à Séoul. Bon, voilà. En revanche, bon, vous avez, on pourra vous communiquer des coordonnées de notre directeur en Asie du Sud-Est, éventuellement, s'il y a une possibilité d'un rendez-vous au moins téléphonique.
apport à 0% lors d'un projet immobilier, dans le cadre d'un crédit, ça arrive effectivement. J'ai vu quelqu'un qui avait fait une opération avec nous, qui se manifestait en disant que c'était possible avec l'ABT. Oui, c'est possible, mais encore une fois, ça dépend du patrimoine de la personne et du projet, et comment fonctionner avec la Banque Transatlantique, qui, je le rappelle, est une banque de gestion privée et qui, dans ce cadre, fait du crédit immobilier pour répondre à ces objectifs patrimoniaux, dont la préparation au capital retraite. Donc, voilà, ce sont des choses qui sont étudiées, bien évidemment. Alors, j'ai vu, Christine, une autre question Oui, sur l'achat en viager. Alex nous pose, affirme, ne pose pas la question. Dommage que l'achat en viager n'ait pas été abordé. Ouais. C'était volontaire, car la nue propriété a mangé un peu le marché du viager. Mais si Alex veut me contacter par l'intermédiaire de la cellule de notre département développement, il peut le faire. Je maîtrise parfaitement ce cadre d'investissement qui, je vous le cacherai pas, est plus à l'heure actuelle un marché de vendeurs que d'acquéreurs, parce que la nue propriété présente beaucoup plus d'avantages que le viager. D'accord, ça c'est important. Parce qu'on a balayé pas mal de questions. Alors, Louis voulait qu'on parle de retraite. Oui, c'est un sujet qui revient régulièrement, comme la fiscalité. Donc, le dernier webinaire que l'on ait fait en partenariat avec l'UFE traitait de la fiscalité, des nouveautés sur la fiscalité des non-résidents, et beaucoup de sujets ont été abordés sur les retraites. Là, ce n'était pas le sujet de ce soir, hein, je le rappelle. Le sujet de ce soir, c'était vraiment d'aborder des possibilités. Plutôt, on dirait complément de retraite. Voilà, plutôt. exactement. Hein, donc, mais s'il y a un sujet plus particulièrement lié à la retraite, c'est-à-dire en combinant CFE ou autres points, ou reconstitution de carrière, etc., nous avons en commun avec l'UFE et les partenaires qui peuvent très bien, enfin, ça peut être un autre sujet lors d'une autre soirée pour vous qui nous écoutez d'Asie. Voilà, donc je pense que si il n'y a pas d'autres questions, eh bien vous avez toujours sous les yeux les références pour nous contacter. Et nous vous répondrons bien évidemment s'il y a des questions plus précisément sur l'immobilier. Christine, ce sera un plaisir de vous répondre. Sinon, on trouvera d'autres personnes pour répondre à vos questions. Merci pour votre écoute. Merci à vous. Et puis, oui, on travaille aussi avec des résidents, pas seulement avec des non-résidents. Surtout que les non-résidents peuvent devenir résidents. Donc, on fait également cette gymnastique. Une question était posée sur le support. Oui. Donc, le support, on peut l'envoyer, on l'enverra. Voilà. Ça, c'est oui. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Bonne soirée à tous et merci pour votre écoute. Au revoir. Au revoir.